Dinamilo, bonjour, guten tag, good morning, atiche enloale. À vous tous et vous toutes qui nous écoutez un peu partout au Togo, en Afrique, dans le monde, vous avez le salut confraternel et citoyen du Club La Presse. Nous sommes heureux de vous retrouver en cette matinée du lundi 18 novembre 2019 avec à la technique Kokou Michel Vitogbe Tomenga qui manie les boutons de la console pendant que Jérôme Dakucha enregistre l'émission aussi bien en son qu'en image à mettre à votre disposition par Facebook dès que nous aurons terminé. La pensée du jour que nous tirons de l'œuvre de l'artiste de la chanson Céline Dion qui a dit « Nous avons tous besoin de courage afin de faire face à nos démons et nous élever. » Encore une fois, ce que nous enseigne Céline Dion, nous avons tous besoin de courage afin de faire face à nos démons et nous élever. Aliro Moru Chakala, bonjour. Bonjour Sass, bonjour à toutes et à tous. Merci pour la fidélité au Club de la Presse. C'est avec plaisir qu'on se retrouve ici. La même chose que je dirais de Didier pour partager l'actualité Asogba avec toutes les auditrices et tous les auditeurs. Merci. Didier Asogba, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM et bonjour à tous ceux qui nous écoutent de partout au Togo. Le Club de la Presse est une obligation? Oui, une obligation, sinon on ne serait pas là avec la voix enrouée et tout ce que vous savez, la grippe qui est, on va dire, le dénominateur commun ces derniers temps au Togo. Oui. Mais puisque c'est une obligation, on a fait ce serment de servir les auditeurs et les auditrices surtout, et nos fidèles amis qui nous suivent et qui nous lisent un peu partout également. Nous avons fait le serment de les servir et on se fait violence d'être là. Merci. Un devoir qui nous appelle au studio, même quand la santé n'est pas au fixe, même grippé, même avec tous ennuis, nous faisons l'effort d'être là. C'est notre forme de témoigner notre gratitude et le respect aux auditrices, auditeurs. Une auditrice que j'ai pêchée hier dans la lagune de Baie, nous la connaissions par le nom. Aujourd'hui, nous l'avons physiquement à nos côtés. Adjovi, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Donc la voix n'a pas changé. Eh bien, Adjovi, c'est notre auditrice qui appelle de temps en temps et que j'ai découverte hier. Vous savez que hier, notre collègue David Agbouati, il organisait la 4e édition de la grande famille des auditeurs de l'émission Canal Matin. Et cette édition s'est déroulée hier dimanche dans les jardins du centre communautaire de Baie. Nous sommes allés là-bas et c'est là que nous sommes tombés sur Adjovi, qui est venu nous saluer, se présenter à nous. Et nous avons convenu qu'elle vienne au studio. Merci à Adjovi pour votre présence dans ce studio. Merci à vous aussi, Sass. Merci. Eh bien, je disais que la grande famille de Canal, des auditeurs de la grande famille des auditeurs de l'émission Canal Matin s'est tenue hier dimanche dans les jardins du centre communautaire de Baie, au bord de la lagune. Et Alirou Mourchakala, vous savez que le propre du journaliste, c'est quand il est quelque part, il voit tout, et il observe tout, et il entend tout, il peut en tirer un sujet d'émission. Eh bien, le vieux constaté, c'est la lagune de Baie, qui est envahie par des plantes, par des algues. Ces algues-là qui couvrent une bonne partie de la superficie de la lagune de Baie. La conséquence, c'est que cela défigure le paysage de la ville quand vous allez à Baie. Ça peut poser un problème écologique, d'autant plus que on soupçonne certaines maisons voisines de déverser leur eau domestique dans la lagune. Si ça se mélange avec les algues, ça peut produire des mécanismes chimiques dangereux. Et puis également, cela constitue un manque à gagner. Il y a des pêcheurs qui font leur activité sur la lagune. Avec ces algues-là, ils ne peuvent plus pêcher. Il y a également quelques unités de loisirs, des boutiques, des restaurants qui sont installés au bord de la lagune de Baie. Et ces algues-là foutent tout ça en l'air. Alirou. Oui, ces algues, on les appelle scientifiquement les jacinthes d'eau.
Ces algues ont fait leur apparition il y a plus d'une dizaine d'années parce que on ne connaissait pas la lagune comme on la connaît aujourd'hui avec ces plantes-là. Et toutes les fois qu'on essaie de lutter contre ces plantes-là ont la vie dure, hein, elles sont tellement teigneuses, elles sont résistantes que je crois que c'est la mairie ou bien c'est la NASAP qui toutes les fois essaie d'amener les agents là-bas pour arracher ces algues. Mais on les arrache et pas 2 jours que cela ne dure, ces algues-là refont leur apparition. Mais finalement, on ne sait pas par quel moyen il faut arriver à bout. C'est pas un phénomène seulement lié à la lagune, mais quand le même phénomène se voit un peu partout, hein, c'est pas seulement au Togo, ça se voit dans d'autres pays, sur d'autres continents aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à bout de ces algues? On ne le saurait pas, mais ce qui est sûr, c'est que ça crée un sérieux problème environnemental. Tous ceux qui sont proches de cette lagune et qui ont canalisé leur douche et tout ça là, qui atterrissent directement dans la lagune, quand ça vient à se fermenter avec ces algues là, peut-être que ça produit des effets que nous ressentons, mais malheureusement on ne le vit pas sur le champ. Donc il faut absolument que au niveau du ministère de l'Environnement, on essaie de pêcher des techniciens. Si ça dépasse un peu notre compétence ici, il faut peut-être recourir à une expertise autre que les nôtres pour voir un peu ce qu'on peut voir, ce qu'il faut faire, parce que c'est pas seul, ça draine toute la lagune, hein, depuis Boka jusqu'à... Vous avez parlé de la NASAP, et effectivement, vous savez que nous avons 4 lacs ici à Lomé. Il y a le 4e lac, dans la banlieue Est. Ben a 2 lacs, et puis le lac Boka. Mais justement, quand ces algues-là apparaissent dans la lagune de Boka, la NASAP, il va avec beaucoup plus de promptitude. Mais on ne sent pas la même promptitude de la NASAP sur le lac sur la lagune de Baie. Oui, mais c'est le lieu d'interpeller. C'est la même lagune, hein. C'est la même lagune. Et c'est la même ville. Quand on essaie de combattre le phénomène en amont, il faut aussi voir les conséquences que cela peut produire en aval. Parce que si on les détruit ici et que ça ressurgit ailleurs, donc il va falloir que de façon concertée avec la même synergie, la NASAP puisse disposer de tous ces agents-là pour que en un seul jour ou bien en 2 ou en 1 semaine, on puisse curer la lagune de ces algues-là qui deviennent nocives pour la santé humaine et pour l'environnement aussi. Eh bien, nous signalons ce phénomène-là, hein, des algues, des jacinthes d'eau qui occupent nos lacs, notamment la lagune de Baie. Nous le signalons à l'attention de la NASAP qui devrait montrer la même promptitude, que ce soit à Boka ou bien à Baie. Et pourquoi pas les nouveaux maires de ces localités, en entendant le gouverneur du Grand District de Lomé que nous connaîtrons incessamment. Didier Assoba, maintenant avec vous, nous allons nous transporter dans le quartier Nyekonakwe. Il y a le média Africa Rendez-vous, peut-être vous-même, des médias en ligne qui lancent un SOS pour le CG de Nyekonakwe. D'après ce que nous lisons et ce que nous voyons sur le terrain, ce CG de Nyekonakwe, CG public, s'il vous plaît, se trouve envahi par les eaux, les herbes sauvages et les riverains, les élèves, les enseignants se plaignent même de reptiles, pourquoi pas de serpents qui s'invitent dans les salles de classe. Didier Assoba. Oui, c'est ce phénomène-là, oui, parce qu'il faut l'appeler ainsi, phénomène CEG Nyekonakwe, ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 2015 ou même bien avant, on a eu à produire un dossier pour un média international par rapport à la situation de ce CEG-là. Et depuis tout ce temps, rien ne se fait pour sortir l'école de la situation dans laquelle elle se trouve actuellement. Vous savez, le CEG de Nyekonakwe se trouve, je ne sais pas, mais il y a des eaux de ruissellement qui envahissent la cour de l'école. Et puisqu'on ne peut rien y faire contre, ça donne la place actuellement à de la brousse, il faut l'appeler ainsi. Vous allez au CG Nyekonakwe actuellement, c'est des eaux et de la brousse. Et donc, il parle de la brousse par des animaux sauvages, y compris les serpents, qui peuvent s'inviter dans les salles de classe à n'importe quel moment. C'est des phénomènes qu'on vivait dans des villages très lointains il y a
plusieurs années, mais aujourd'hui, on est en pleine ville de Lomé, on est en pleine capitale de Lomé, et ce phénomène-là continue d'exister et de perdurer dans le temps depuis que ça a commencé, et que c'est étonnant de cette façon que les autorités n'aient rien pu entreprendre depuis là pour lutter contre le phénomène. On vient d'ailleurs d'entamer la rentrée. Les alertes, c'était bien avant, plusieurs années en arrière. Rien n'a été fait dans les vacances. On est en pleine période d'activité scolaire actuellement. Et l'appel, ça devient de problème avec les averses que le pays a connues dernièrement. Le problème devient encore plus grave avec des moustiques, des insectes, tout ce qu'il faut, tout ce que la pluie et les eaux de ruissellement peuvent provoquer dans cette école-là. Et ça devient inquiétant puisque personne ne réagit, personne ne dit rien, alors qu'il y a un ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Il y a, on venait d'avoir des maires et un maire de cette localité, certainement que Jean-Pierre Fabre est à l'écoute, ou ses services sont à l'écoute. Ils doivent eux aussi initier quelque chose, mais les autorités, les premières autorités du pays doivent, s'il le faut, étudier l'environnement. S'il faut continuer à garder ce CEG à la base, et si c'est nécessaire de le garder, il faut trouver des mécanismes pour lutter contre le phénomène, éviter à ce que des eaux de ruissellement aillent directement se stagner dans l'école, et éviter également à ce que la brousse se développe en pleine enceinte de l'école. Il va falloir véritablement trouver une solution. S'il faut déplacer, il faut déplacer, mais je pense que la meilleure solution, c'est de reconstruire carrément ce CEG-là pour éviter ce à quoi on assiste actuellement. Merci. La lagune de Baie envahie par les jacinthes d'eau, le CEG de Nyokonakwe envahi par les eaux, la brousse et les reptiles. Ça vous inspire quoi, Aliromoru Tchakala? Non, ça m'inspire un petit dégoût par rapport à cette situation qu'on vient de décrire. Ce matin, j'ai suivi sur une radio sœur de la place la description de l'état des lieux. Et c'est effroyable. Mais je suis un peu choqué que tout le temps le doigt accusateur soit pointé en direction des autorités. C'est qui les autorités? Il y a des responsables de cet établissement. Il y a des élèves. Pour les eaux, on peut quand même demander l'expertise ou si on peut déplacer cet établissement ou bien construire des caniveaux pour l'évacuation de ces eaux. Là, ça passe. Mais quand on parle de la brousse avec des serpents, là, cela va de la responsabilité de tous ceux-là qui fréquentent là-bas, enseignants comme élèves. Mais on ne va pas leur demander de cohabiter avec les serpents, c'est de leur propre volonté. On peut décréter une seule journée comme ça pour enlever la brousse, ça se fait ailleurs. Pourquoi pas eux? Donc c'est le maire qui va venir encore instruire les enseignants, les élèves de trouver quelques heures pour enlever les arbres qui poussent dans cet établissement. Je crois qu'on demande trop. Ils n'ont qu'à faire leur part d'abord. Et les autres choses qui viendraient, si ça les dépasse, l'État aussi ou bien les autorités prendront leurs responsabilités. C'est important ce que Aliromoru Tchakala nous dit là, parce que Didier Asogba, moi j'ai fait l'école primaire, le CGA à Haute, le lycée à Tchévier, oui. Et il y avait des moments où on nous envoyait entretenir la cour de l'école, labourer, balayer. Alors c'est vrai que le directeur et les élèves et les enseignants ne peuvent rien contre les eaux, mais quand même, contre les herbes sauvages, ils peuvent quand même labourer la cour de l'école et se mettre à l'abri des serpents. Évidemment, je vous dis, moi-même, j'ai fait une école primaire et un CEG, ou même un lycée, où chaque vendredi... Moi, j'ai donné les noms des villages où j'ai fait mon cours. Hein. J'ai fait mon école primaire publique, surtout, à CEG Couvé-Boli. J'ai dit école primaire publique Couvé-Boli. J'ai fait le groupe B avec précision. J'ai fait le CEG Couvé-Boli qui venait d'ailleurs d'être créé. Et donc, chaque vendredi, il faut faire les travaux manuels, comme on dit. J'ai fait le lycée de Tablibo, où chaque vendredi également, il y a des activités à aller faire pour balayer, défricher et tout ça. Mais je veux croire que ce n'est pas ce qui manque au CEG. Ce n'est pas pour dédouaner, mais je vous dis que le problème là ne date pas d'aujourd'hui. Ça date d'il y a au moins 5 ans, et qu'à chaque fois les élèves et les enseignants font leur part, mais quand les eaux de ruissellement viennent stagner dans la brousse, convenez avec moi que c'est difficile d'aller défricher dans la brousse. Donc du coup, dans les eaux, autant pour moi. Défricher la brousse dans les eaux, c'est un peu compliqué. Il va falloir trouver un mécanisme qui permette d'abord à ce que l'eau ne se stagne pas dans la brousse
Et là, on peut défricher la brousse, balayer et remettre la cour de l'école au propre. Avec une certaine nostalgie, aussi bien à l'école primaire que même au CEG, les élèves, on nous mettait à contribution pour construire des paillotes. On allait couper du bois, aller chercher de la paille, des cordes. On aidait à construire nos salles de classe. On nettoyait bien nos écoles. On avait même des jardins scolaires et de temps en temps même les enseignants allaient acheter des champs qu'on allait labourer. Évidemment. Ce qui fait que même en ville, nous restons un peu le petit paysan que nous fûmes. Adjovi, nous parlons de la lagune de Baie. C'est là que je vous ai trouvé hier. Nous parlons également du CEG de Nyokonakwe. Mais vous-même, d'abord, vous habitez quel quartier ici à Lomé? J'habite à Baie. À Baie. À Baie. Quelle partie de Baie? Non loin de la lagune. Non loin de la lagune. Oui. Ok, à part la lagune, quelle préoccupation de votre quartier vous voulez partager avec nous? Monsieur Sass, oui. Et vraiment, dans notre quartier, c'est l'enfer. C'est l'enfer, je te dis. Parce qu'il y a des ateliers sauvages, des dépotoirs sauvages, derrière les maisons. Les gens ne balaient pas leur devanture. Tout est mélangé, quoi. Je ne sais pas comment vous le décrivez. Parce qu'il y a des machines aussi, en plein midi. Ils font des bruits. Quelle machine, par exemple? La machine qui coupe les bois là, pour les menuisiers. Les tronçonneuses? Les tronçonneuses, c'est ça. Et les moulins, les bars. Oh, vraiment, ça. Même à la lagune de Baie, hier, j'allais quelque part, j'allais vers la toilette. J'ai remarqué derrière, là où on a installé notre studio là-bas, vers la fin, à côté, près de la lagune où il y a les arbres là, il y a des dépotoirs. Je pense que même les personnes qui sont sur dans le jardin là-bas, les barman, ils ne jettent pas leurs ordures, ils ne laissent pas leurs ordures pour que ceux qui viennent ramasser les ordures viennent. Ils le jettent dans la lagune. J'ai fait cette remarque. Hier même. Mais à la longue, je disais, où sont les habitants de Baie même? Mais où sont-ils? Justement, vous en êtes une, puisque vous habitez à Baie vous-même. Je suis de Baie. Ma mère est de Baie, effectivement. Mais vous habitez à Baie? J'habite à Baie. Alors, qu'est-ce que vous faites contre les ordures devant les maisons, les gens qui ne balaient pas leur maison, les bars, les moulins? Vous-même, habitant de Baie, qu'est-ce que vous essayez de faire contre ça? Ça, oui. Il y a de cela, j'ai fait Arlette au maire. Au nouveau maire. Au nouveau maire. Vous connaissez son nom? Oui, il y a monsieur Gomado, mais c'est pas lui que j'ai trouvé, mais Espoir Koudjodi. Vous l'avez interpellé? Je l'avais interpellé. Il m'a dit que de patienter. En un moment, tout va s'arranger. Il vient d'arriver. Et puis un autre problème aussi, puis je connais un peu cette partie de Baie. Il y a des ghettos où des gens fument pratiquement à l'air libre diverses drogues, mais juste derrière la maison du chef canton à Classou, c'est un ghetto où il ne fait pas bon de mettre les pieds. J'espère que vous n'allez pas vous balader par là. Non. Même à 17h, tu ne peux pas passer par là. 17h, ou bien en plein midi même, tu ne peux pas passer par là. Pourquoi? Mais derrière la maison du chef canton, vraiment, c'est triste. Une fois encore, le chef, ici, il y a grande funérailles. C'est dans le jardin, là-bas, qu'ils organisent leurs funérailles. Mais le jardin est trop sale. Ça, il est bon d'interpeller le gouvernement, mais nous, les populations, faisons notre part d'abord. Le gouvernement ne peut pas venir balayer notre devanture, ramasser les ordures et aller jeter quelque part. Il faut que nous-mêmes, nous nettoyons nos entourages et puis laisser les dépotoirs quelque part. Si on ne voit pas la voirie venir ramasser, on peut interpeller le gouvernement en ce cas-là. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, c'est ce petit tour que nous venons de faire dans vos quartiers. Nous sommes allés à Baie Lagune, nous sommes allés au CT de Nyokonakwe et puis Adjovi nous a transportés dans son quartier de Baie. C'est quel, vous nous rappelez le quartier de Baie? Baie Humveme. Baie Humveme. Peut-être que vous avez également une préoccupation dans votre quartier
Nous serions heureux que vous partagiez avec nous quand il va sonner 12 heures et que vous entrez en ligne par le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Nous comptons sûrement avoir au moins une ou deux réactions, que quelqu'un partage une préoccupation avec son quartier, que ce soit à Lomé, ici à Goué ou un peu partout dans les localités environnantes. Premier article dans les journaux, c'est le HCRUL, le Haut Commissariat à la réconciliation, au renforcement de l'unité nationale, qui fait son petit chemin dans le sens de nous réconcilier en profondeur. Le HCRUN qui s'est transporté dans la localité de Djerewe, à une dizaine de kilomètres à la sortie nord de Atakwame, préfecture de Logou. Deux journaux nous en parlent. Togo Matin qui rappelle d'abord réconciliation nationale, le HCRUN qui lance la phase des réparations communautaires. Et Togo Matin nous rappelle que cette phase de réparation communautaire se situe elle aussi dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des recommandations de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Nouvelle Opinion nous en parle aussi, qui écrit à la page 5 que le HCRUN a lancé officiellement le programme. Alors il s'agit d'aider les communautés en conflit à surmonter leurs différends, notamment par la réalisation de projets de développement d'intérêt commun. Et le HCRUN dit initier des rencontres sous forme de séances d'écoute et de discussion avec les représentants des différents groupes sociaux en conflit, les autorités administratives, traditionnelles et religieuses, les élus de ces communautés et les groupes sociaux. Mais l'autre activité visible, c'est que le HCRUN a lancé la construction, je crois, c'est d'un établissement scolaire dans la localité de Djerewe. Alirou, vous connaissez bien la localité. Et les problèmes de coexistence pacifique que les communautés ont connus là par le passé. Oui, je connais bien cette localité qui est sur la nationale numéro 1. Je crois que le HCRUN est en train de faire sa part après la première phase. Maintenant, cette seconde phase... Il faut rappeler que la première phase avait consisté à dédommager les individus, les familles. Absolument. Maintenant, il faut, au regard de la donne sur le terrain, des faits constatés, des différentes communautés, il faut aussi essayer d'aplanir les divergences qui naissent entre ces communautés. Et il faut aller les écouter. Il faut aller sur le terrain pour que les problèmes soient posés. Ce qui constitue la pomme de discorde, essayer de rallier le maximum de voix autour de ça. Il faut aplanir le terrain. C'est dans ce cadre que s'inscrit la seconde phase des travaux que mène le HCRUN. Donc, vivement que cette phase-là puisse aboutir parce que nous acheminons encore vers la présidentielle. Et souvent, il y a de ces frictions-là qui naissent entre communautés au regard des faits politiques anodins qui deviennent maintenant des trucs qui viennent à créer du froid entre des communautés. Donc, il faut aujourd'hui que le temps s'y prête encore, que nous ne sommes pas de plein pied encore dans les tumultes de la présidentielle, essayer de rapprocher des voix et essayer aussi d'amener ces communautés-là à sortir ce qu'elles ont dans les tripes. Quand vous avez des problèmes et que vous les avalez, vous ne trouvez pas oreille attentive pour vous écouter, je crois qu'au fur et à mesure, ça finira par se fermenter et que l'explosion est vite arrivée. Donc, vivement que les communautés ne prennent pas certains sujets comme étant des sujets tabous et qui, à la longue, peuvent peut-être indisposer le vivre ensemble. Donc, vivement que de Lomé jusqu'à Dapaon et dans les autres localités, le HCRUN puisse aller et essayer de penser certains plaies qui sont encore là et qui font très mal. Merci Didier Assogba. Réconciliation, un processus très sensible, délicat, fastidieux, onéreux, pour lequel il faut avoir beaucoup de patience. C'est ce que Madame Awanana Daboya et ses collègues et leurs collaborateurs essaient de faire. Ils ont fini la première phase qui avait consisté à dédommager par des forfaits financiers à des individus, aux familles qui avaient payé
un lourd tribut à notre histoire commune. Mais nos problèmes, c'est pas seulement que la politique ou les forces de sécurité ont tué celui-ci, fait exiler l'autre là, ou bien fait perdre le travail à un autre. On a également connu des problèmes de coexistence, des problèmes entre les communautés. On parle de Djereoué, mais on peut multiplier les exemples ou pour problème de terre, pour problème de chefferie, ou bien pour problème politique aussi. Des communautés s'en sont prises les unes aux autres. C'est cette plaie également que le Ashkroun essaie de colmater, essaie de réparer. Oui, la mission du Ashkroun, c'est de renforcer l'unité nationale en procédant à la réconciliation dans les communautés. On sait que dans nos diverses communautés, un peu partout sur le territoire, la plupart de nos localités sont des localités cosmopolites, comme on dit. Il y a plusieurs ethnies qui cohabitent ensemble et généralement la politique passe par là en semant la division entre tel groupe ethnique contre tel groupe ethnique qui est de tel bord politique ou qui est de l'autre bord politique. Et en période électorale, les fossés deviennent beaucoup plus grands. Et des gens pensent que cette fois nous allons gagner et que vous, on va vous faire voir. Entre-temps, il y a des conflits liés à la chefferie traditionnelle qui viennent, et puis les conflits fonciers également qui s'interfèrent. Donc, ces trois conflits, on va dire, politiques, fonciers et à la chefferie traditionnelle qui se mélangent, sèment rapidement de la zizanie et de la méfiance entre les communautés. Et lors des échéances électorales, chacun exprime et chacun pense que c'est l'occasion d'en faire voir à l'autre. Et généralement, après les élections, il est difficile de cohabiter ensemble. Les groupes ethniques se voient en chaîne de faïence. C'est pas seulement à Djereoué. Djereoué a été pris pour être la phase du lancement de ce volet-là. On peut multiplier les exemples un peu partout. À Palimé, même à Bèche, on va écouter Adjovi, justement. À Adjovi, un peu partout sur le territoire, le pays a connu ce problème. À la Matessi? Oui, à la Matessi pour les uns, Pario pour les autres. Voilà. La localité divise même par son nom. Certains l'appellent Pario, d'autres l'appellent la Matessi. Donc, on a eu à parler il y a quelques temps de ce problème de chefferie que le chef de l'État a gelé. Mais attention, le problème reste toujours sur le terrain. On peut parler de Ketao, on peut parler de Mango, on peut parler de beaucoup de choses. À Mango dernièrement, enfin, dans la prophétie de Loti dernièrement, au Sud, vous avez connu ce qui s'est passé entre les Gangans et puis les Tchokosi qui se sont entretués pour également des histoires de terrain et tout ça. C'est un peu partout sur le territoire. Et il va falloir véritablement que le Ashkroun redouble d'efforts pour que véritablement le renforcement de l'unité nationale, la réparation communautaire et collective qui vient de commencer, soit un moyen de régler un tant soit peu la plupart de ces problèmes-là que nous connaissons. Mais ce que moi je compte également dire à cette étape-là, il va falloir que ça soit véritablement sincère. Que ça soit sincère, certaines fois on fait des choses de façon superficielle, ça ne va pas en profondeur. Et quand c'est pas sincère, des gens n'y mettent pas de cœur. Des gens vont faire le folklore parce que les autorités viennent, on fait le folklore, et quand les autorités retournent le dos, on peut tout faire, mais quand les gens retournent dans leur maison, c'est le même discours, c'est la même rengaine, c'est la même haine qui continue, et ça revient un problème, un travail de Sisyphe qui va se faire. Mais je voudrais que, à l'instant où on veut commencer, que ça soit véritablement sincère, que s'il y a lieu même de donner parole aux populations de se vider, qu'on donne l'occasion aux gens de se vider, et qu'on trouve véritablement de solutions aux problèmes qui se posent. Par exemple, si on prend le cas d'espèce de Djereoué, il y a 3 communautés là-bas qui sont en conflit. Il y a les Oudou, il y a les Losso, il y a les Kabiers, mais qui est le chef traditionnel? Ça pose problème. Les Kabiers vont vouloir être le chef traditionnel, les Losso légitimement vont réclamer, et les Oudou vont dire nous sommes autochtones et c'est à nous. Mais si on ne règle pas ce problème de fond en comble, et conjugué avec également la disposition des terrains, les conflits, le foncier, si on ne règle pas ces problèmes-là de façon sincère jusqu'au fond, je pense véritablement qu'on pourra faire ces réparations collectives, mais
on se retrouverait quelques années plus tard. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais on se retrouverait quelques années plus tard dans les mêmes difficultés. C'est ce que nous ne souhaiterons pas. Procédons de façon sincère et réglons ces problèmes-là au fond pour que la coexistence pacifique que nous voulons dans nos communautés soit une réalité. À côté des problèmes politiques, c'est surtout les problèmes de terre. Qui occupe telle terre, à qui appartient telle terre, les problèmes de chef. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, nous parlions de Kanyamboua, à la sortie nord de Sotoboua, où des populations, Kabier ou Losso, se querellent, n'arrivent pas à s'entendre sur qui doit être le chef, où est la limite du canton. Dans Blita, c'est une bombe à retardement. Je ne vais pas multiplier les exemples à loisir. Vraiment, c'est pourquoi je disais que c'est un problème très délicat, très sensible. Et prions que Dame Awadana et ses amis soient vraiment bien inspirés avec le bon accompagnement politique, d'autant plus que le Ashgreen, ils ont lancé la construction d'infrastructures socio-communautaires pour marquer, mais ils font surtout un travail de fond par des rencontres sous forme de séances d'écoute et de discussions avec les représentants des différentes communautés en conflit, les autorités administratives, traditionnelles, religieuses, les élus et tous les groupes sociaux. Mais il faut également rappeler que ce n'est pas le Ashgreen qui s'invite là. Le Ashgreen fonctionne sur des déclarations que les communautés avaient faites au préalable devant la CVJR. Oui, les gens ont eu à se prononcer sur certains sujets qui minent leur vivre ensemble. Donc, c'est maintenant qu'il faut aller sur le terrain et voir ce qu'il en est effectivement de ces déclarations faites au niveau de la CVJR. Et nous y sommes. Mais je crois qu'on peut expérimenter aussi une autre approche. Vous savez, les pesanteurs sont là. Certaines fois, quand des rencontres comme ça se font, les gens se rivent le caquet, les gens n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont sur le cœur. Parce que quand vous allez dire haut et fort ce que vous avez comme ressentiment, on risque de vous indexer comme tentant. Donc, moi, si j'étais à la place du Ashgreen, je ferais peut-être promener des fiches et avec des points bien précis et des gens de façon anonyme peuvent dire ce qu'ils ont. Et c'est au regard de ce que les uns et les autres auront mis sur ces fiches-là que le Ashgreen va s'appuyer pour le faire. Parce que quand on vous rassemble pour que vous fassiez état de ce qui mine votre vivre ensemble. Vous voyez peut-être le préfet assis à côté, vous voyez peut-être un député à côté de là. Certains ont peur. Le commissaire il peut y avoir une forme d'intimidation. Oui, les gens ont peur de s'exprimer. Donc, je souhaiterais qu'il y ait une autre approche pour que les gens puissent le vider. Parce que il faut vider le pu pour que la cicatrisation puisse se faire et que le mal ne ressurgisse plus à un moment donné. Donc, je crois que il faut cela. Parce que s'il faut aujourd'hui aller régler les problèmes qui naissent de façon superficielle et demain encore retomber dans les mêmes travers, c'est délicat. Mais cette infrastructures à vocation communautaire qu'on est en train de construire, souvent, ça pose problème. Certains vont dire que non, c'est sur le terrain de telle autre communauté qu'on veut, donc ils ne se retrouvent pas dans ces infrastructures. D'autres diront que nous avons un terrain ici, donc il y a tout un problème. Vivement que Dawawa, Nana et son équipe soient inspirés pour que les justes solutions soient trouvées à ces récurrents problèmes auxquels nous nous trouvons face. Comme vous le dites, il faut que le Ashgreen ait le courage de crever l'abcès pour en extraire le pu, pour qu'on en soit véritablement guéri. Adjovi, rebonjour. Rebonjour, monsieur Sass. Eh bien, vous habitez le quartier de Baie, qui est présenté à tort ou à raison comme un quartier rebelle, un quartier toujours pro-opposition, jusqu'à ce que dernièrement, les dernières élections fassent entrer le parti au pouvoir dans ces quartiers-là. Alors, est-ce que, habitante du quartier, est-ce qu'il y aurait des problèmes entre communautés à Baie qui nécessiteraient le transport du Ashgreen? Adjovi? Oui, il y a problème à Baie. Entre les communautés? Entre les communautés. Et concernant la chefferie.
Oui, La je me chefferie. rappelle, des journaux avaient écrit entre-temps qu'une famille revendiquait même le trône sur lequel sont assis les Aklassou depuis des générations. Oui. Et il y a problème de chefferie à Ebé, surtout à Ebé, il y a problème de chefferie. Mon grand-père même en a été victime. Votre grand-père, Mon grand-père Martinel. il s'est plaint qu'on lui a arraché le Oui, normalement c'est lui qui devait être chef, mais on l'a tué. Pardon? On l'a tué Carrément. je vous assure que chefferie à Ebé là, c'est pas petite affaire hein. Si tu es habitant de Bé, si quelque chose ne va pas, si tu es réellement natif, tu dois réagir. Mais si tu es étranger, tu ne te vois pas dans ce que tu vas réclamer dans ça. Par exemple, la lagune de Bé. Lorsque les Béninois ou bien ceux qui étaient venus racler le sable dans notre lagune là-bas, qu'est-ce que le chef a fait? Le chef canton? Le chef canton. Oui, il avait Qu'est-ce fait qu'il a quoi? fait? Rien du tout. Si c'est pas monsieur Dagban, au moins qui a réagi, Le chef quartier d'Adakpame. Les gens seront là, nos maisons vont tomber, il y aura naufrage ou bien je ne sais pas quoi. Hein. Le chef, il s'en fout de nous. Le chef, il vous écoute, hein, Jovi? Tout à fait. Je suis à la radio. Je vous rappelle que votre chef canton... Je suis à la radio, je ne mens pas. Je vous ai une fois demandé ici d'inviter le chef canton de venir nous dire s'il est de Bé ou pas. Oh, vous vous rappelez? Je me rappelle. Faut l'inviter, nous allons lui poser des questions. Merci. Je comprends par là que le Ashkrun a vraiment du travail à faire. Comment arriver à crever tous les abcès, en extraire tous les pus pour qu'on soit véritablement assaini. Je ne sais pas trop. Oui, Dizzy? Oui, ce qu'il faut ajouter, les réparations communautaires et collectives dont on parle, ça passe également par la réalisation des ouvrages sociaux collectifs dans les quartiers, dans les communautés et dans les villages. On a l'impression certaines fois que des réalisations se font au profit de certaines communautés et qu'on laisse des communautés pour compte. Quelqu'un avait une fois posé la question à une autorité, ça va, pourquoi est-ce qu'on balaie souvent presque toutes les routes et on ne balaie jamais les routes à Bé? Ou pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que on met des goudrons ailleurs et qu'à Bé il n'y a qu'un pavé en difficulté depuis de nombreuses années et qu'il n'y a pas d'autres routes? C'est juste des exemples pris comme ça. Ça peut se multiplier dans d'autres villages, dans d'autres localités. Il y a des villages où si vous allez peut-être, ils sont 10 000, mais il n'y a jamais eu de route de qualité qui mène vers là. Mais dans d'autres villages où on sait peut-être que, je ne veux pas donner d'autres considérations, il y a plutôt des ouvrages de développement qui sont construits, on ne sait pas sur quels critères, mais le Ashkrun doit veiller à ce que dans cette phase de réparation communautaire et collective, des ouvrages socio-collectifs de base de développement soient construits dans les localités, pas sur des bases partisanes, mais sur des bases de réconciliation véritablement, pour que ça accompagne le Ashkrun à réussir cette étape. Si ce n'est pas fait comme ça, et que à l'issue, des gens se voient que chez nous là, on n'a pas mis de route, chez eux, ils ont construit telle chose, chez eux, ça se développe, mais chez nous, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas tel. Je pense qu'on aurait fini ça, mais je crains que le travail de Sisyphe va revenir. Merci. Je disais en début d'émission que le club La Presse est sacré pour nous et nous, les animateurs, les confrères journalistes, nous faisons un gros effort, quitte même un peu au départ de notre santé. Lucien Gossou-Vincent, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Merci. Je sens beaucoup d'émotion quand vous êtes entré dans le studio. Eh bien, nous parlions du Ashkrun. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu des problèmes de santé. Mais ça commence à s'améliorer. Ça va. Merci. Eh bien, nous parlions du Ashkrun qui passe à cette étape communautaire des réparations. Le Ashkrun fait ériger des infrastructures socio-communautaires
mais également des discussions avec les communautés pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut résoudre ça définitivement. Mais il y a aussi également un point important, c'est que le HCRUN doit veiller à ce que les problèmes sur lesquels il travaille maintenant ne se répètent plus. La fameuse garantie de non-répétition, je pense que la présidence du HCRUN doit marteler cela auprès des autorités du pays pour que nous ne retombions pas dans ce que nous sommes en train de réparer actuellement. Non, ça, le HCRUN a une mission titanesque. Parce que le problème fondamental des communautés au Togo ne peut pas se résoudre par baguette magique. Par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu mon confrère parler de baie, des infrastructures, tout ça. C'est bien beau. S'ils savaient qu'à baie avant, ils ont même interdit qu'on amène l'électricité. Parce que pour eux, leur fétiche l'interdit. Ça, c'était au passé. Mais c'est au passé. Il faut donner 1 ou 2 ou 3 exemples. Quand moi j'étais petit, tu ne peux pas amener l'électricité au grand marché de baie. Tu n'oses pas. Bon, donc, tout ça doit procéder, doit être un travail structuré, organisé et étalé dans le temps et dans l'espace. Il faut bien que le gouvernement, ce que l'HCRUN vient de commencer est très important, mais il faut bien que le gouvernement donne les moyens, qu'on s'organise pour les changements de mentalité. Le problème de la chefferie partout au Togo n'est pas un problème banal. Vous prenez par exemple, je vais vous donner un exemple simple. On prend mon canton, le canton d'Aklako. Ça fait 17 ans que le chef canton est mort. Dans la famille royale, il y a 5 branches. Mais il y a un régent. Il interdit que les régents ne feront pas plus de 2 ans. Le régent, c'est un ancien militaire à la retraite. Il a dit que si quelqu'un veut devenir chef, il va mourir. Et lui-même, les régents, ça fait 17 ans. Et ceux qui ont tenté effectivement d'aller sur ce terrain sont morts. C'est un problème. Donc, moi, ça fait 17 ans, je n'ai pas. Mon canton, le chef de mon canton ne se réunissent pas. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est venu discuter à chefferie avec eux. C'est au sein même des différentes branches de la famille royale. Donc, vous savez, c'est un problème qu'il faut vraiment prendre. Il faut initier une véritable politique d'assainissement, comme le disait tantôt Tchakala. C'est ce qu'il disait qu'il faut crever l'abcès pour vider le puits. Mais il faut se donner, il faut le faire, il faut se donner le temps. Et il faut d'abord faire ce qu'on appelle l'état des lieux et voir par quel bout prendre. Parce que même s'il doit faire 1 million de kilomètres, si tu fais 1 kilomètre, c'est moins. Les problèmes sont réels et titanesques. Merci. Mais il vaut mieux l'aborder. Finalement, quand on confie ça au HCRUN, ça va. Le problème du changement de mentalité nous amènera aussi à éviter la répétition des violences. Nous voyons tout ce qui se passe autour. Tournons nos regards pour voir ce qui se passe autour de nous, en Afrique, partout, en Amérique. La violence est inhérente à l'être humain. Et quand nous sommes face à l'injustice, parfois nous réagissons, le côté animal surgit et domine. Mais on peut quand même essayer de minimiser le risque. Ça aussi, il faut éduquer le peuple. Merci. Éduquer le peuple, nous éduquer nous-mêmes, nous inviter à changer de mentalité. Et comme c'est nous, le peuple, même quand nous serons candidats à l'élection présidentielle, nous irions avec une mentalité nouvelle. Là, il faudrait que je vous raconte une anecdote. Vous savez que la congrégation des frères des écoles chrétiennes, ils célèbrent leurs 300 ans. Nous avons reçu 2 frères ici à l'émission qui nous ont invités à une journée de réflexion qui s'est tenue le samedi au Centre Christ Rédempteur. Alors la question était posée au cours de la journée de réflexion: comment est-ce que les valeurs chrétiennes n'arrivent pas à pénétrer, disons, nous les citoyens, et notamment comment est-ce que des chrétiens qui sont à l'église tout le temps nous montrent d'autres visages lorsqu'ils sont en politique. Et Ali Rumoru Tchakala, c'est le directeur de l'enseignement catholique, le révérend père
Pierre-Marie Chanel-Afognon, qui a fait cette révélation que le chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, il a fréquenté le collège de Chaminade, une école chrétienne. Et Jean-Pierre Fabre, l'ancien ou actuel chef de l'opposition, a fréquenté également au collège Saint-Joseph et au collège Saint-Augustin. Alors comment est-ce que ces deux, Faure Gnassingbé et Jean-Pierre Fabre, qui ont été éduqués par des frères des écoles chrétiennes, n'arrivent pas à se transcender, à s'entendre, et qui sont aujourd'hui aux antipodes de notre scène politique? C'est juste une anecdote que je partage avec vous. Souffrez qu'on n'en débatte pas. Par contre, allons sur le terrain, sur le terrain des candidatures, pour terminer cette émission. Juste une rapide revue de presse avec le confrère Libération qui nous renvoie toujours à la problématique de la candidature ou non de Faure Gnassingbé en 2020. Et Libération écrit: l'opposition entre empêcher le chef de l'État de briguer un 4e mandat et la suspension du processus électoral. Alirou, le titre de Libération, ça schématise un peu les batailles politiques. L'opposition qui se bat pour empêcher que Faure Gnassingbé ne puisse pas être candidat la 4e fois, mais en même temps, cette opposition, ou du moins des branches qui la semaine dernière ont demandé que tout le processus électoral soit suspendu. Oui, mais ça part dans tous les sens. Et souvent, c'est la base militante qui en pâtit de ces dissonances-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est clair. Faire la fixation sur la personne du président Faure, je crois que c'est pas bien politiquement. Mais voilà quelqu'un, il y a eu des sondages, on a dit même au sein de UNIR que on veut qu'il y ait quelqu'un d'autre que Faure pour les représenter. Qui a fait ce sondage-là? Non, Afrobaromètre a sorti cela. Et il y a aussi dans les rangs de l'opposition où on dit, c'est le même refrain qu'on fredonne. Oui, le peuple est fatigué de Faure, le peuple est fatigué de tant. Maintenant, celui dont on est fatigué, celui dont même le bord est fatigué, on voudrait chose. Et maintenant, ce même parti, au regard de certaines réalités, repositionne celui-là dont on est fatigué. Mais c'est une aubaine pour l'opposition. Oui, c'est une aubaine pour l'opposition pour créer l'alternance par la voie des yeux, parce que on commet entre griffes la maladresse de positionner quelqu'un qui n'est pas adulé par le peuple. Mais quand on en fait une fixation, Faure doit partir, c'est clair et net aujourd'hui que Faure doit se représenter. Et on démobilise la base. Et au finish, on ira à ces élections et les gens diront que mais vous nous aviez dit que mais on va arrêter le processus, il faut faire ci et ça, et c'est toujours la même rengaine, c'est toujours les mêmes problèmes. Et vous comprenez? Donc, c'est comme les gens veulent aller au paradis, mais ne veulent pas mourir. Quand on veut gagner, créer l'alternance, ça ne se fait pas de façon aussi dispersée que on le voit sur le terrain. Tel politique se lève, il crée un axiome, tel aussi se lève, crée un autre théorème, et au finish, c'est le peuple qui ne se retrouve pas dans tout ce que ces leaders-là créent. Au lieu de créer un bloc aujourd'hui pour que les gens se disent que même si celui-là qui est en train de se positionner dans les rangs du pouvoir est aussi puissant et que ça, mais nous aussi, nous avons le mécanisme pour déjouer cela. Il faut donner du punch à la base militante. Mais quand on va en perdant, quand on va en pensant que c'est déjà plié, que les dés sont pipés, là, qu'est-ce qu'il faut s'attendre à quoi? Il faut s'attendre à cet échec. C'est cela que l'opposition doit s'évertuer à enlever de ces stratégies. Merci. Pour Libération, l'opposition se trouve divisée entre empêcher le chef de l'État briguer un 4e mandat ou la suspension de tout le processus électoral. Le problème vous intéresse aussi, Lucien Jossou-Vincent. Dans votre journal Le Combat du Peuple, vous faites une analyse, ombre et lumière, l'opposition qui tire à U et à Dia. Et dans l'article, vous donnez les raisons qui préfigurent l'échec politique de l'opposition. Je crois que si nous voulons faire des débats sur la politique au Togo, nous devons poser les bonnes questions. Qu'est-ce que nous voulons dans notre pays? La démocratie. Mais nous devons savoir que la démocratie va de pair avec l'état de droit. Le respect des règles des lois de la République.
tout ce qu'on dit là, c'est qu'il y a des hommes qui se sont intronisés hommes politiques, mais qui ignorent tout de la politique et qui ne veulent pas eux-mêmes changer. Si j'ai une bonne mémoire, le premier jour où Faure allait venir au pouvoir, c'est-à-dire le 5 février 2005, c'est l'armée qui s'est présentée à nous, c'est pas Faure, pour dire que c'est lui qui sera président. Déjà à partir de ce jour, les gens sont fatigués de lui, parce qu'ils sont fatigués de Gnassingbé. Le problème ne se pose donc pas aujourd'hui en termes de 3e ou 4e mandat. Pour moi, le plan se pose en termes de la violation des lois de la République. Est-ce que depuis que Faure est venu au pouvoir, comme on en voit un peu partout, en Guinée par exemple, Faure a violé la Constitution? Est-ce qu'il a violé? Ça dit que la Constitution, il est passé outre. Si ce n'est pas le cas, nous irons dans le gouffre. Parce que nous ne pouvons pas tout le temps mettre les lois de côté et satisfaire nos propres volontés. Faure est venu au pouvoir parce qu'il est le fils de son père. Ça, c'est un péché originel qui traîne. Tu poses une question, d'autres disent qu'il faut la démocratie, d'autres disent qu'il faut arrêter le processus électoral. Moi, je sais que celui qui a dit que Faure ne fera pas le 4e mandat, il est resté constant avec lui-même. C'est Tikpi Akadam, qui le dîner a dit, on ne discute pas avec Faure, il a fait 3 mandats, c'est fini. Les 3 mandats aussi, il les a fait légalement. Parce que la Constitution, lorsqu'il était venu au pouvoir, ne lui interdit pas de faire 3 mandats. Maintenant, il est resté constant avec lui-même. Ça dit qu'il est resté toujours sur cette ligne d'action. Tikpi Akadam. Oui. Ça, on le comprend. Maintenant, nous avons des lois de la République. Les lois prévoient les échéances électorales. Les lois prévoient tout. On attend, on tourne en rond. Et quand on est à 6 mois, à 8 mois des élections, on dit qu'il faut renvoyer le processus électoral. Il faut le suspendre. Au nom de quoi? Et nous en sommes actuellement à 3 mois. Mais je dis, mais au nom de quoi on doit suspendre le processus électoral? Quelle est la loi togolaise qui le dit? Quand quelqu'un se lève, il se couche, il dit là au politique, il réfléchit, il se lève, il fait une déclaration, il énumère des conditions, on nourrit ce qu'on appelle un dialogue préalable, et quand on commence le dialogue, on pose des exigences, des préalables à résoudre, on peut être sur les préalables les exigences, jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Au lieu de dire, nous sommes là pour parler de notre pays, il n'y a pas de sujet tabou. On va à la table de négociation et on lisse les choses, on les hiérarchise et on parle. Non. On dit si, par exemple, je vais vous donner un exemple typique qui m'a choqué. L'opposition s'est battue avec la CEDEAO. On a tout fait. Ils sont allés en Guinée, à Accra, pour dire qu'ils veulent la parité à la CENI. De gré ou de force, on leur a accordé la parité. On leur a dit, allez prêter serment. Ils ont dit, niet, si nous allons prêter serment, il faut que le président qui était là se dégage. Il voulait également que l'UFC leur cède le siège qu'occupait son représentant à la CENI à l'époque. Tant qu'on n'est pas dans une maison, on ne décide pas. Ils doivent prêter serment, devenir membre et en interne exiger ce qu'ils veulent. Ça, c'était avant les élections législatives de 2018. Attends, les mêmes choses se produisent tous les jours. Et à chaque fois, nous balayons. Nous disons rien. Mais on recommence les mêmes choses sur les diverses formes. Mais on fait la même chose. Depuis le début, quand on a dit pas de Faure, parce que on ne voulait pas de lui à cause de son père. Et la même vision demeure. Seulement on modifie un peu, on essaie d'huiler un peu. Mais si les lois ne le prévoient pas, si tout de suite on me dit que Faure a violé telle loi de la République, je suis prêt à le condamner. Immédiatement, à l'écrit. Encore que vous n'êtes pas la personne appropriée pour juger les gens, encore moins les condamner. Non, moi je peux le faire parce que en tant que journaliste, je peux avoir mon opinion. Merci beaucoup. Je peux avoir mon opinion. Eh bien, donc c'est ça l'opposition, une partie de l'opposition. Alors, je dis, donc, pour conclure. Oui, concluez. Aujourd'hui, notre opposition est profondément émiettée. Et partout où on est, quand les gens ne s'entendent pas, ils sont émiettés, ils n'obtiennent jamais rien. Voilà les raisons de l'échec politique de l'opposition, écrit le combat du peuple. Et comme les positions dans l'opposition, c'est s'opposer au 4e mandat de Faure,
ou carrément demander la suspension du processus. L'une des dernières voix à demander la suspension du processus, c'est Monseigneur Podjoro et le groupe autour de lui. Ce qui inspire une nouvelle opinion écrite aujourd'hui que tout faire pour harmoniser une opposition en déconfiture. Et si Monseigneur Podjoro se positionnait lui-même en 2020, se demande l'Union pour la patrie pendant que nouvelle opinion qui se demande, et si Monseigneur Podjoro se positionnait lui-même en 2020 pendant que le combat du peuple lui écrit l'énigme d'un prélat iconoclaste, la propension de Monseigneur Podjoro au végétariat est malsaine, écrit le combat du peuple. Mais Didier Assogba, voilà le problème, les deux équations que se fixe l'opposition, empêcher que Faure soit candidat pour les uns, demander la suspension du processus électoral pour les autres, alors que nous sommes à environ 3 mois du premier tour au moins de la présidentielle. Je pense fondamentalement que l'opposition togolaise s'est tiré une balle dans les pieds. Voilà. En 2018 surtout. 2018 où ils ont maladroitement pris 2 décisions suicidaires. Et je pense que l'opposition fera face aux conséquences de ces décisions-là pour longtemps. Pour longtemps, parce que pour se retrouver la forme, ça va être difficile. La première des erreurs, c'est d'avoir appelé à boycotter le recensement électoral. Voilà. Cette erreur-là, et dans le temps, nous l'avions dit, qu'on pouvait même appeler des gens à se faire enregistrer à titre conservatoire. On nous avait traité de tous les noms. Qu'on colle aux journalistes qui n'épousent pas certaines idées. Et l'erreur là a été payée cash dernièrement lors des élections locales. Deuxième erreur, c'est d'avoir refusé d'aller prêter serment et de rentrer dans la CENI paritaire lorsque la CEDEAO et tout le monde avait exigé que l'opposition entre dans la CENI pour poser ou pour peut-être demander la recomposition du bureau de la commission. Je veux encore rappeler une fois que l'opposition avait refusé, enfin, l'opposition voulait que ce soit ces 8 représentants qui aillent prêter serment, et ils n'arrivaient pas à s'entendre sur le poste qu'occupait la CENI, l'UFC à l'époque. Non, évidemment, à la dernière minute, la CEDEAO a appelé, Nana Akufo-Addo avait appelé le chef de l'État du Togo. C'était pas des secrets. On avait inversé le monsieur de l'UFC. Bouhari, Mohamadi Bouhari avait appelé Lomé ici. Et il y avait même le ministre des Affaires étrangères du Nigeria qui était de passage ici. Et on avait dit, tout le monde le sait, que le chef de l'État était obligé de se déplacer lui-même pour aller voir Gilles Christ Olympio de faire retirer Monsieur Oumao de la CENI, ce qui avait été fait, et notre confrère qui est devenu un des cadres de l'ANC Bénin, Francis Pedro Amouzou, avait prêté serment, avait été nommé à la CENI, et les 8 avaient été acquis. Pourquoi toi tu reviens là-dessus? Il restait juste que l'opposition entre dans la CENI. Mais on ne sait pas. Ils ont refusé de prêter ça parce que le président de la CENI doit partir. Merci. Oui, par un extraordinaire, il demandait qu'il faut un étranger ou quelqu'un de neutre à la tête de la CENI comme président, ce qui n'avait pas été discuté, ce qui était politiquement et de façon républicaine n'était pas possible à l'époque. Et le pouvoir a refusé, et donc sur un coup de tête, on va dire, par un extraordinaire, l'opposition n'est pas allée à la CENI. On a organisé les élections législatives, les institutions ont changé de maire, l'opposition a perdu son pouvoir de façon légale aujourd'hui. On a dit que pour recomposer la CENI, c'est ceux qui sont à l'Assemblée nationale et les extra-parlementaires. L'opposition, du moins celle qui réclame un certain nombre de choses aujourd'hui, n'est plus à l'Assemblée nationale, ils sont devenus des extra-parlementaires. Même s'il faut recomposer la CENI aujourd'hui, sur quelle base? On ne peut plus, enfin, moi je ne sais pas, à moins qu'on ait un consensus, on peut changer le code électoral dans ce cas. Mais à 3 mois de l'élection présidentielle, ce sont des choses qui sont éminemment difficiles. On demande de revoir le fichier électoral. Sur quelle base on pourra le faire? Le gouvernement venait d'ailleurs d'acter
la révision de la liste électorale juste de 3 jours. Voilà un certain nombre de conséquences qui découlent des actes posés en 2018. Nous allons nous ouvrir ces auditeurs bientôt, mais nous avons la chance d'avoir Adjovi avec nous sur le problème. Est-ce que l'opposition doit se battre pour empêcher Faure d'être candidat en 2020? Est-ce qu'il faut suspendre le processus électoral, le temps d'aller à un dialogue et s'entendre sur tout? Qu'est-ce que vous en pensez, Adjovi? Bon, monsieur Sass, oui. Vous savez, dans une maison où il y a les gens ne se comprennent pas, il faut toujours une assise. Le père appelle ses fils. Venez, qu'est-ce que vous voulez? On va discuter entre nous. Ce sont les gens qui viennent de l'extérieur qui gâchent tout. À mon humble avis. Parce que lorsque la CEDEAO, on a parlé de la CEDEAO entre-temps, moi j'ai même pas voulu entendre le mot CEDEAO là dans mes oreilles. J'ai même fait une interview avec un de vos confrères. J'ai refusé carrément que la CEDEAO viendrait gâcher tout. Faut que nous asseyions entre nous Togolais et parler de notre propre pays. Il n'y a personne qui peut venir construire notre pays à notre place. C'est nous-mêmes qui devons le faire. Oui, concrètement, nous sommes à 3 mois du premier tour de la présidentielle. Est-ce que vous trouvez que l'opposition doit tout faire pour empêcher Faure d'être candidat, ou bien vous êtes d'accord avec ceux des opposants qui demandent qu'on suspende tout le processus et qu'on aille négocier d'abord? Et les opposants peuvent tout dire, mais le chien à bord la caravane passe. Parce qu'on l'a dit l'autre fois que le train en marche, déjà l'UNI s'en va, il va faire tout ce qu'il veut. Mais si notre président, nous le prions humblement. Lequel? Le président de la République, M. Faure. Oui. D'appeler les opposants, tous les opposants, qu'ils s'asseyent. Et 2020, ce n'est pas une date fétiche pour nous. Nous sommes dans notre propre pays. On peut organiser l'élection n'importe quel moment. Nous sommes chez nous ici. Là, il risquerait d'y avoir un vide constitutionnel et qui risquerait. Laissons le vide constitutionnel. Nous sommes chez nous ici. Ça va créer d'autres choses. Merci les auditeurs qui s'impatientent déjà au bout des ondes. Eh bien, sur le 22, 21, 33, 74, le 22, 20, 19, 68. Je rappelle qu'on a fait d'abord un premier tour dans le quartier. Lagune, Nyekonakwe et même Humveme. On a parlé du H-Crune et on a fini avec la présidentielle 2020. Le premier auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Oui. Rodrigue depuis Agoué Koshiga. Merci mon frère. Oui. Je salue tout le plateau. Nous vous saluons aussi. Juste pour intervenir sur un seul sujet aujourd'hui. Je dis surtout un coup spécial à mon grand-père, Sass, non, pas Sass, mais Lucien Jossou-Mensan, oui. Je voudrais dire ceci. Sass, vous allez m'excuser, je n'ai qu'une seule question à poser. Oui, posez-la. Comme vous le dites très souvent, il faudrait intervenir au niveau du sujet débattu. Là, exceptionnellement, s'il vous plaît, donnez-moi cette chance-là aujourd'hui, s'il vous plaît. Ok, mais allez-y rapidement, s'il vous plaît, Rodrigue. Oui, c'est au niveau des éperviers du Togo. Ah. La fois passée, les îles Comores sont venus nous gagner ici 1-0. Oui. Aujourd'hui, on a encore match. Mais qu'est-ce que M. Claude Leroy a encore nous donner dans ce pays? Eh bien, Rodrigue, ok, merci Rodrigue. Le match va commencer à 15h45. Les éperviers jouent contre les Harambee Stars du Kenya. Eh bien, qui veut répondre à notre ami Rodrigue? Lucien Jossou-Mensan? Rodrigue, c'est mon nom de plume, monsieur. Quand quelqu'un, un entraîneur qui ne gagne pas, on le vide. Pas dans tous les pays du monde. L'entraîneur qui ne gagne pas, on se débarrasse de lui. Il n'y a pas de débat. Merci, monsieur Maglo en ligne. Bonjour. Bonjour, Joachim. Pardon, vous êtes sur Canal FM et c'est Sars Gaou. Oh là là. Bon, voilà, je voudrais nous dire ceci, y compris moi-même. Nous disons certaines choses, il faut que nous faisons extrêmement attention.
Et parlant du 4e mandat de chef de l'État, nous tous nous disons qu'en le faisant, le chef de l'État ne viole pas la Constitution. C'est bien ça. Oui. Nous disons que le chef de l'État ne brise pas la Constitution. Oui. Et c'est la loi. Nous disons que la loi est dure, mais c'est la loi, il faut la respecter. Mais attention, la loi est dure. La loi peut même prévoir qu'un jour le chef de l'État se lève et décapite tous les Togolais. C'est la loi. Il faut l'accepter. Je voudrais nous rappeler que la loi, c'est le comportement des gens qui sont légalisés. Nous sommes dans une communauté que vous appelez aujourd'hui CEDEAO. Je ne crois pas que cette loi-là répond au désirata de la CEDEAO. Et quand nous disons qu'ils peuvent briser 4e mandat, 5e mandat, ça va nous rattraper. Vous savez qu'ils ne... Mais... Et là, c'est extrêmement grave. C'est très très grave. Merci. Si vous ne le savez pas, Dieu vous pardonne. Et Dieu vous pardonne à vous aussi, monsieur Maglo. Et nous passons comme l'envie d'Avedji. Bonjour. Bonjour, comme l'envie. Oui, je vais intervenir à propos de ce que vous dites là-bas. Et franchement, bon, j'ai l'impression que certains de vos collègues, quand vous venez, vous tirez à boulet. Vous voulez parler directement dans votre téléphone, s'il vous plaît? Je disais, oui. J'ai l'impression que quand vous venez à votre émission, vous tirez souvent à boulet rouge sur l'opposition pour démoraliser plutôt l'électorat de l'opposition. Là, vous inversez les rôles, monsieur Komlavi, s'il vous plaît. Je m'explique. Oui. La CEDEAO était venue produire une feuille de route. Et la feuille de route n'a pas été bien respectée par le pouvoir. Vous n'avez jamais évoqué ce sujet. Monsieur Komlavi, j'ai plutôt l'impression que vous n'avez pas la mémoire fidèle à suivre le club La Presse. Nous vous respectons, mais nous n'allons pas permettre que vous disiez des contre-vérités sur nos débats, s'il vous plaît. Eh bien, je ne sais pas s'il est parti, mais encore une fois, que chacun soit dans son rôle. Si vous suivez le club La Presse, on peut nous critiquer, mais pas de contre-vérité quand même à nous jeter à la pâture. Didier Assogba. Oui, évidemment, moi je comprends un peu ce qu'il voudrait dire, mais il sera d'accord avec nous que les journalistes ne sont pas des opposants. Les journalistes ne sont pas non plus des dirigeants. Les journalistes sont des journalistes, sont des observateurs et font les analyses de la situation. Il ne peut pas demander aux journalistes d'aller remplir le rôle des opposants à leur place. Si la feuille de route de la CEDEAO n'a pas bien été exécutée, c'est aux opposants de réclamer et l'opposition devrait être dans les mécanismes de suivi et de mise en œuvre de cette feuille de route-là, mais puisqu'elle a vidé le plancher. Merci Didier. Nous allons recevoir l'éditeur qui s'impatiente en ligne. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Jean. Jean. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Et j'ai écouté avec attention Madame Madjovi, c'est ça. Et j'ai aimé ce qu'elle a dit. Et ça me donne de la frayeur parce que on a compris la politique autrement. S'ils vont attendre le gouvernement pour balayer devant chez soi, comme vos confrères l'ont dit, je dis, nous sommes très mal partis. Et parlant du 4e mandat ou pas, je me dis que la classe politique est en train de nous mener dans un bateau. Ils sont dans leurs calculs et il faudrait que le Togolais s'occupe plutôt de son développement que de se mettre dans les calculs politiciens de ces politiciens-là. Merci. Je vous en prie, l'ami Jean. Juste cette réaction que nous partagé avec nous. Il semble qu'il y a un Togolais qui fait des recherches qu'on peut transformer les jacinthes d'eau en engrais. Les jacinthes d'eau qui envahissent la lagune de Baie. Il semble qu'un chercheur dit qu'on peut en faire des engrais. Eh bien, monsieur le chercheur, venez transformer nos jacinthes d'eau en engrais et libérer les eaux de la lagune de Baie. L'auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, c'est monsieur Kamba de Dijolé. Monsieur Kamba, oui. Nous vous écoutons. Comment vous allez? Ça va chez nous ici. Au fait, moi je reviens sur le côté du 4e mandat du président. Vous parlez directement dans le téléphone s'il vous plaît?
Oui, je reviens sur le cas du premier mandat du 4e mandat du président. Oui. Bon, moi, sincèrement, si la loi prévoit qu'il fasse le 4e mandat, moi, je ne trouve pas d'inconvénient. Non, la loi prévoit qu'il soit encore candidat pour un éventuel 4e mandat. Oui, c'est ce que je dis. Non, il y a une différence entre la loi prévoit qu'il fasse ou qu'il soit candidat. Allons-y comme ça. Mm-hmm. Si la loi prévoit, ou bien c'est ça, non? Mm-hmm. Qu'il soit encore candidat des élections de 2020, Mm-hmm. moi, je ne trouve pas le problème. Maintenant, le problème qui se pose, c'est la personne même. Si lui-même, il trouve que c'est bien de se représenter, il va se représenter. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens tirent sur lui comme quoi si la loi ne prévoyait pas. Quelqu'un vient d'intervenir en disant que la loi est-elle dure, mais c'est comme ça, mais c'est la loi. C'est la loi. Maintenant, ce que moi, j'aurais préféré des côtés de tout un chacun, c'est faire en sorte que on organise cette élection dans des conditions pour départager tout le monde, pour que demain, il n'y ait pas de violence dans notre pays. C'est tout ce que moi... Merci à vous, Kamba. Je vous rappelle que nous aurions souhaité que vous partagiez avec nous des préoccupations de vos quartiers, comme on l'a fait pour Belagune, Nyekonakwe. On a parlé du H-Crune, des sujets également aussi importants, voire plus importants même que la présidentielle, pourquoi pas. L'ami en ligne, bonjour. Allô, bonjour, c'est M. Kolani depuis Agoué. Ah oui, notre ami, Lemane. La fille est Kamba. Je vous rappelle que vous avez un seigneur, un Kotokoli ici au studio, hein. Ah ouais, c'est un esclave là. Ok, M. Sass, vous savez, pour moi, pour le 4e mandat du chef de l'État, ça ne me pose pas de problème. Le seul problème que nous avons, c'est sa gestion. Oui, vous avez parlé des écoles. Et c'est eux qui gèrent. Vous avez vu, non? C'est l'école publique. Hein? C'est ça ce que nous sommes en train de dire. La fois passée, on a amené le petit chinois là. Jacques Manou bien, Babali. Attention, c'est un milliardaire, hein? Oh, laisse tomber. Il est milliardaire. Ce qu'il a dit, c'était clair, non? Il a été accompagné par l'État. Et puis, chez eux là-bas, on ne parle pas de corruption, on ne parle pas de vol. En Chine, quand il y a corruption, ou vous avez détourné de l'argent, vous êtes condamné. Et c'est la Chine qui les moulé comme ça. Et chez nous aussi, qu'est-ce qu'on en fait? Le chef de l'État n'a qu'à comprendre, on n'en veut pas. La fois passée, je faisais un tour là au niveau de Doumassé, la voie les hameaux là, et qui n'est pas goudronnée avec de la poussière. Oui. Au même moment, on est en train de goudronner une voie qui va dans la maison du chef de l'État, sa maman. Est-ce que c'est du sérieux? C'est tout ce que nous venons, nous voyons et puis nous demandons, il n'a qu'à céder et que d'autres viennent, on va voir ce que ça peut donner. Donc, votre problème avec force, c'est sa gestion. Sa gestion qui n'est pas transparente, qui n'est pas transparente. Quand le chef Jossou nous dit qu'il respecte les tests, la Constitution le dit chaque fois, il n'a qu'à le se présenter devant l'Assemblée. Il n'a qu'à faire l'état de la nation. Est-ce qu'il le fait? C'est la première, c'est la seule et la fois passée qu'il a fait, c'est tout. Hein? Il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans la Constitution qui n'a pas respecté. Merci, monsieur Kolani. Nous passons à monsieur Adjano. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Sass. Oui. Bonjour au plateau. Oui, allez-y rapidement. Oui, j'ai un gros souci dans mon quartier, le quartier Toton de Guervo. Pardon, Tokwe? Donc Guervo, là où se trouve votre maison de la presse. Oui. Le problème c'est que dans la jonction des 3 rails là, en Echo, Palimé, Atakpame, oui, il y a un bassin d'orage, je dirais naturel. Mm-hmm. Mais tous les eaux des autres bassins qui ont été creusés par l'État, je vais parler du bassin d'Angalpedo, du bassin du campus. Mm-hmm. Et quand il pleut trop, les eaux fluviales, toutes ces eaux se déversent dans notre bassin, dans la jonction là-bas. Oui, oui. Mais le problème, c'est que notre quartier est carrément oublié, M. Sass. Mm-hmm. Si vous avez le temps, je peux vous donner rendez-vous. Non, je connais le quartier. Je connais le quartier. Faire un petit tour dans notre quartier. Oui. Bon, de ce quoi je suis un notable du chef quartier. Ah, vous êtes notable? Oui. Donc, autorité? Autorité. Merci. Le problème est très récurrent. Et donc, avec les pluies qui sont venues en cascade là, le quartier maintenant, la terre même, l'eau jaillit. Mm-hmm. Ce qui fait que dans notre quartier, bon, je ne sais pas si nous sommes à Venise en Italie ou bien à Danvier au Bénin à côté. Merci. Et c'est qui votre maire, s'il vous plaît? Le nouveau maire, j'oublie son nom. Ah. Je suis parti faire un dossier l'autre fois à la mairie là-bas, mais j'oublie son nom.
Eh bien, comme vous êtes notable, vous devrez approcher le maire et porter vos voix plus haut, pourquoi pas. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mes directeurs. Non, c'est vous le grand-papa, Papa Sibiti. Bonjour, monsieur Lucien. Bonjour. Le doyen. Bonjour. Je voudrais dire, pour le CG de Nicolas, oui. Je ne comprends pas. Nous avons été tous responsables. Mais le directeur du CG, qu'est-ce qu'il fait? Mais il ne peut pas le faire avec ses élèves. Il n'a qu'à voir l'inspecteur. L'inspecteur qui va voir la DRE, ou bien aller voir le préfet. Pour un établissement public, ça c'est très simple. Merci. Vous avez parlé du président de la République et du président Fabre. Ils ont été élèves des religieux. Oui. Mais devant l'intérêt, et la morale ne nous dit plus. Hein. Ça, c'est Papa Sibiti qui l'a dit. Oui. Troisièmement, oui. La CEDEAO, tout ça là, c'est l'opposition, le pouvoir, ce qu'ils ont fait, à quoi ça nous a abouti. Et quatrièmement, je termine, vous voyez quelqu'un empêcher le quatrième mandat, la candidature du président Faure, que ce soit les autorités ou bien les lois, ou bien empêcher la candidature du président Fabre, ce n'est pas possible. Même si c'est 1000 mandats, le président Faure ira. Merci. Je vous en prie, nous passons à Joël. L'ami Joël, bonjour. Oui, bonjour monsieur Sass, vous allez bien? Oui, ça va. Bien, ok. Bon, je voudrais réagir par rapport au problème de l'invasion des algues sur la lagune de Baie. Oui. Bon, sur ce point, pour dire que l'État vraiment a du pain sur la planche. Parce que si dès maintenant aucune réaction n'est engagée, nous craignons quand même à l'avenir la disparition même de ces lagunes. Carrément. Oui, tout à fait. Ce qui poserait d'autres problèmes d'ordre écologique. Absolument, voilà. Donc c'est pour ça que je profite de votre émission pour appeler quand même à l'attention de l'État pour que quelque chose soit fait le plus vite possible. Et aussi au niveau de nos quartiers, souvent on constate quand même certains actes de comportement incivique quand même, des rejets des ordures, des sachets plastiques et tout ça aussi. Je pense que l'État devrait quand même tout faire pour que nous puissions quand même préserver notre environnement cher à nous tous aujourd'hui. Merci. Voilà. Donc merci. C'est juste un apport que je voulais faire. Merci. Et un auditeur également qui dit que c'est la charge organique élevée de la lagune qui provient des branchements des latrines et autres eaux usées, du déversement des ordures. C'est cette charge organique élevée qui favorise la prolifération des algues dans la lagune de Baie. Donc c'est un avis d'un auditeur. Les techniciens, les scientifiques se sentiront interpellés pour que chacun voit ce qu'il peut faire pour corriger cela. Eh bien, nous revenons ici 1 minute chacun pour réagir sur les réactions des auditeurs. Lucien. Non, moi, je voudrais dire quelque chose de très important. Quand ça chauffe dans un pays comme le Rwanda, partout, on nous accuse. On dit que c'est les journaux, on parle de radio 1000 collines, on dit que nous armons les esprits. Notre rôle, le journaliste, comme vient de le dire tout à l'heure mon jeune frère, c'est un rôle d'observation. Mais nous ne pouvons observer que les faits. On nous accuse de dénigrer l'opposition. L'opposition pose quel acte? Quand l'opposition refuse le recensement, l'opposition boycotte les législatives, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on dise qu'il a raison? Tout le monde sait qu'en politique, le boycott ne paie pas. Mais enfin, l'ami voulait dire que c'est parce que le gouvernement ne respectait pas la feuille de route de la CEDEAO que l'opposition s'est sentie obligée de boycotter et le recensement et les élections. C'est l'ami qui le dit. L'opposition doit connaître son propre rôle. Le rôle, ce n'est pas de boycotter les échéances et de violer les lois. Ce n'est pas ça dans un pays. Vous savez, c'est vrai que tout le monde, tous les Togolais, quel qu'il soit, ont le droit de critiquer la gestion du président. C'est un point de vue. De dire que ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est ça même la démocratie. Mais nous ne pouvons pas nous réunir en tant que journalistes et privilégier
l'illégalité. Merci. Parce que si ça se passe mal un jour, ça se reposera sur nous. Ceux qui sont à l'antenne pour poser des questions, on ne parlera pas d'eux. On dira que c'est les journalistes qui ont mis le feu. Quand le pays va s'éclater, chacun prendra son baluchon. Nous disons ce que chacun fait. L'opposition togolaise a toujours manqué de cohérence, ils ne sont pas conséquents. Merci, Lucien. Pardon, je termine. Moi, j'ai servi l'opposition pendant 10 ans. Je connais presque tous les leaders de l'opposition. Je sais pourquoi je parle comme ça. Je n'ai rien contre eux. Merci. Juste rappeler que nous ici, nous parlons à visage découvert. Ouais. On sait où se trouve Canal FM, on sait qui est Alirumoru Chakala, on sait qui est Lucien Diossou Messan, alors que nos amis qui appellent, Dieu seul sait si ce sont leurs noms exacts ou bien des noms d'emprunt. Voilà. Alirumoru Chakala, 1 minute. Oui, nous acheminons vers un rendez-vous capital. Et nous avons à choisir celui-là qui va diriger pour les 5 prochaines années notre pays. Et c'est déjà mal embarqué. Nous ne sommes pas là pour jeter du discrédit sur l'opposition, mais c'est pour dénoncer certains comportements qui viennent à mettre la base militante dans tous les sens. Quand vous allez à un tel rendez-vous et que vous ne dopez pas vos militants, quand vous ne demandez pas à vos militants d'aller et que vous allez là-bas en défaitiste, c'est que vous allez là-bas avec la posture de perdant. Ça ne peut que rejaillir sur le mental de vos militants. Allez-y là-bas, même si c'est fort, mais ça peut être un autre plus fort que fort. Dites-vous que vous allez les battre. Je n'ai jamais entendu, à part Agbeome et un autre Dovi, je crois, qui disent qu'ils vont battre sèchement. Les autres sont dans cette posture-là de dire que, fort, bon, c'est déjà plié, c'est pas possible. Donc, en le faisant ainsi, vous êtes en train de montrer à vos bases que non, vous allez là-bas à cette joute électorale, la queue dans les pattes. Donc, que l'opposition change de stratégie et que l'opposition se dise que c'est un challenge et qu'ils ont des arguments à faire valoir. Merci. Didier? Oui, évidemment, ce que moi je voudrais dire et conseiller à nos amis et également à ceux qui appellent, c'est peut-être de tirer des conséquences et de tirer des leçons de ce qui se fait également ailleurs. Au Sénégal, on se retrouvait dans une situation pareille qu'à la nôtre, où il y avait le débat sur le 3e mandat ou 3e candidature d'Abdoulaye Wade, et pendant que l'opposition était cantonnée à Dakar pour des discours sur les antennes, sur les conférences de presse, et que les auditeurs, les militants de l'opposition faisaient tout ce qu'ils voulaient faire, il y a quelqu'un de l'opposition qui a envahi le terrain. Macky Sall a pris son bâton pèlerin, il a commencé à battre campagne, a fait la pré-campagne à battre campagne, et après quand il est arrivé à Dakar, mais finalement Abdoulaye Wade a été battu. Et donc moi ce que je voudrais dire, c'est que si nous parlons ici, nous parlons en connaissance de cause, et également nous faisons juste voir certaines conséquences des actes posés. Personne ne tire à boulet rouge sur l'opposition. On rappelle un certain nombre de faits. Et si nos analyses peuvent permettre à l'opposition de peut-être réorienter sa stratégie dans la perspective de 2020, tant mieux. Mais si on pense que donner conseil ou faire des analyses objectives qui peuvent amener quelqu'un à changer sa façon de faire, à changer de stratégie, c'est peut-être vilipendé, tant mieux également. Nous Merci. Juste rappeler cette pensée en début d'émission que nous tirons de l'œuvre de Céline Dion, qui a dit que nous avons tous besoin de courage afin de faire face à nos démons et nous élever. Avant de recueillir vos questions de fin d'émission, Adjovi, je suis vraiment honoré par votre présence avec nous au studio. J'espère que vous allez faire des émules et que des auditeurs qui appellent ou pas pourront également se signaler et venir co-animer avec nous. Mais nous sommes à la fin. Votre conclusion, Adjovi? Non, juste remercier la radio Canal FM et son directeur, spécialement à vous et tous les auditrices et auditeurs de la radio. Et je profite de l'occasion aussi pour remercier M. David Agbouati, qui a été au-dessus de la mêlée hier au centre communautaire de Baie. Que Dieu le protège et qu'il fasse
plus mieux l'année suivante. Merci à vous, à Jovi. Donc, au prochain auditeur, à la prochaine auditrice pour co-animer avec nous. Maintenant, ultime tour de table, Didier Assogba, votre carton de fin d'émission, de début de semaine. Didier. Mon carton, il est vraiment rouge. Je ne sais pas s'il y a plus rouge que rouge, mais rouge pour le nul. Le nul Monsieur le Roi, qui prend en otage tout un pays, toute une sélection, mais et qui continue d'ailleurs de narguer les Togolais. De nous narguer, c'est à croire que le Togo, c'est sa maison, quoi. Il a été recruté pour un objectif qu'il n'a jamais atteint. Il s'impose sélectionneur de fait du Togo. Et regardez ce qu'il a foutu le Alors, jeudi où sont dernier. les dirigeants du Togo de football pendant que Claude s'impose à nous tous? Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il défie même nos autorités. Et là, il va falloir peut-être, je n'appelle pas à la révolte contre lui, mais il va falloir qu'on tire toutes les conséquences. Il paraît que nous-mêmes, nos autorités ne peuvent pas virer Claude Leroy et que c'est à lui de démissionner. Il paraît que c'est ce qu'il dit. Mais, donc, avis aux autorités. Alors, où sont les dirigeants de ce pays pour que Claude Leroy vienne nous narguer ainsi? Allez, Romorou Tchakala, votre carton? Non, carton rouge à Claude Leroy. Et naturellement qu'il faut dire adieu à la CAN prochaine. Hein. Et l'histoire retiendra qu'avec lui, le Togo est abonné absent au CAN. Bien que le nombre de participants ait été monté à 24, nous ne serons pas de la partie. Parce que si le comment, et tenez-vous bien, ça va faire tache d'huile. C'est la première victoire du Comore à l'extérieur. Et c'est avec notre pays, un mondialiste. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'ils attendent pour le virer? Non, c'est pas Claude Leroy qui se paie lui-même, c'est nous qui payons. C'est l'argent du contribuable. Et les contribuables togolais demandent à ce qu'on le vire. Merci. Lucien Messin. Je décerne un carton rouge écarlate à Monseigneur Boudjro. Il en fait trop. On dit que l'excès de toute nuit, il est un religieux, une autorité morale. Il n'a qu'à cesser de semer du désordre et laisser les hommes politiques faire la politique. Merci. Je prends acte des cartons rouges ou plus que rouges que Didier et Alirou ont décerné à Claude Leroy. Mais il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut en vouloir à Claude Leroy, mais les éperviers restent nôtres et ils jouent cet après-midi, deuxième match éliminatoire contre les Harambee Stars du Kenya. La sélection a été privatisée à Claude Leroy. Il met les joueurs qu'il veut, il met les gens qu'il veut. Donc, finalement, vous avez constaté, c'est du dégoût. C'est du dégoût pour notre sélection parce que nos éperviers, ce sont nos éperviers, mais malheureusement, on ne peut pas en dire à l'instant T que ce sont nos éperviers. Merci, je persiste. Les éperviers joueront quand même avec nos couleurs, avec notre hymne. Bonne chance aux éperviers quand ils joueront cet après-midi contre les Harambee Stars du Kenya. Et rendez-vous demain, mardi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.